Merci messieurs de venir me parler de ce sujet passionnant avec nous ce matin. Santé et durabilité, alors on le verra ensemble, durabilité ça veut dire beaucoup de choses. On peut mettre beaucoup de réflexions, nombreuses réflexions derrière ce terme. Jacques L'Église, on va commencer avec vous en partant sur l'angle du lien entre santé et gaz à effet de serre, qui est un des éléments évidemment de la durabilité. Il y a des données qui existent là-dessus et vous allez nous en parler pour poser le débat. Alors effectivement, le Shift Project a sorti en 2023 un rapport sur la décarbonation de la santé qui cite le chiffre de 8%, qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure lors d'une table ronde précédente. Le secteur de la santé produit 8% des gaz à effet de serre. Oui. Donc c'est tout à fait important. Mais ce qui est plus important encore peut-être, c'est de regarder la décomposition de ces 8% de gaz à effet de serre, puisque on a environ entre 60 et 70%, plus proche de 70% de ces gaz à effet de serre qui sont des émissions indirectes liées aux consommations de produits, médicaments, dispositifs médicaux et d'équipements. Donc, vous êtes bien entouré. Le débat avec les industriels est particulièrement pertinent. Et ensuite, on trouve par ordre décroissant entre un peu moins de 15% qui sont liés aux mobilités de nos personnels pour venir travailler et mobilité des patients pour venir se faire soigner. Et également un peu moins de 15% qui sont liés à l'énergie et aux différents gaz à effet de serre. Et enfin 5% sur les déchets. Nous sommes des gros producteurs de déchets. Donc voilà un petit peu ce paysage. Si on le compare au plan international, ce n'est pas inintéressant non plus. Au plan international, on trouve plutôt 4 à 4,5% en moyenne dans le monde. Les comparaisons internationales sont un peu compliquées parce qu'elles ne sont pas toujours faites sur les mêmes méthodes, mais bon. Donc ça veut dire qu'on peut pas expliquer d'où vient la différence ? C'est souvent compliqué de regarder en détail, mais il faut prendre les grands ordres de grandeur. Et donc 4,5%, mais ça traduit le fait que les pays développés sont plus consommateurs de santé. Mais il y a des inégalités même en Europe, semble-t-il, entre 5 et 10%. La France fait partie de ceux qui aura le plus de production de gaz à effet de serre dans son secteur de la santé, ce qui est probablement lié à deux phénomènes bien connus. D'une part, le poids de l'hôpital, et d'autre part, le poids des consommations de médicaments, sensiblement là aussi connu comme étant supérieur à ce qui se passe dans les autres pays. Voilà, alors après, si on va du général au particulier, ce diagnostic global qui a été fait par le Shift Project, il est travaillé par chacun des établissements de santé, puisque chacun des établissements de santé depuis 2011, puisque c'est une obligation qui s'impose à toutes les entreprises de plus de 500 salariés, fait son diagnostic BGS, bilan des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Et ce diagnostic BGS, si je prends l'exemple de l'hôpital Foch, donc ce diagnostic peut être différent d'un établissement à l'autre. Si je prends l'exemple de l'hôpital Foch, ce diagnostic BGS qui traduit le fait qu'aujourd'hui, le dernier diagnostic qu'on a fait en 2023 avec 3 scopes, puisqu'avant on faisait uniquement les effets directs et les effets de l'énergie, les effets indirects liés uniquement à l'énergie. Maintenant, on prend tous les effets indirects, donc quelque chose qui est cohérent avec le rapport du Shift Project. On est à 90% d'effets indirects, ce qui traduit le fait qu'on travaille depuis un certain nombre d'années. Sur les scopes 1 et 2, Foch a enregistré entre 2011 son premier diagnostic BGS et 2023, son dernier, son plus récent, a enregistré une baisse de 16% de ses émissions de gaz à effet de serre sur les 2 premiers scopes. Donc on travaille, on a la chance, et ça c'est pas nous, mais c'est la chance, on est juste en face d'un nœud de communication avec une gare SNCF, une gare de tramway à côté de nous, donc on a des déplacements qui sont un peu plus faibles que les autres. Donc 90% pour nous, c'est vraiment les produits et les consommations de médicaments
qui certes dépendent de notre perception, on reviendra sans doute sur le sujet, mais qui dépendent aussi de la manière dont les industriels dont je suis entouré produisent ces médicaments et ces dispositifs médicaux. Alors ça peut varier, les chiffres que je vous donne varient. Bon, Foch, ça fait 10 ans que Foch travaille sur le développement durable. Je lisais ce matin, il se trouve que par hasard vient de sortir dans la presse une communication du CHU de Toulouse qui vient de faire son propre diagnostic BGS. Et pour lui, c'est proche de 60% plutôt que 90% les produits et médicaments. Il se trouve que vous allez vous motiver les uns les autres, voilà. C'est très bien. Voilà. Il se trouve que j'ai dirigé le CHU de Toulouse il y a quelques années, donc je sais qu'effectivement on a davantage de sujets que ce qu'on a pu en faire à Foch depuis 10 ans. Voilà, donc le sujet important, les dispositifs, les médicaments et la manière dont ils sont produits et après prescrits. Bon, alors, Philippe Aymery, les dispositifs. Alors, évidemment, les entreprises de dispositifs médicaux, elles doivent réfléchir à la durabilité, pardon. Elles n'ont pas le choix dans ce contexte. Et comme pour toute entreprise industrielle, elles y sont encouragées, mais il n'empêche qu'elles sont confrontées à des contraintes. Et c'est ça dont vous allez nous parler. Oui, bien sûr. Alors, je crois que, comme mes voisins, la durabilité, c'est un facteur, bien sûr, qui est incontournable. Et nous travaillons avec ce nouvel élément depuis bien des années et pour les prochaines années aussi à venir. Je pense qu'il faut être assez concret. Donc déjà, au niveau de l'émission de gaz à effet de serre sur le système de santé, les produits de santé contribuent à 50%. Je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a plusieurs facteurs. Alors le premier, c'est bien sûr travailler sur le cycle de vie des produits. Dans la fabrication, dans l'utilisation et puis dans la fin de vie. Et la difficulté que nous avons dans les produits de santé, vous avez des normes, vous avez une régulation qui est très importante par rapport à la conception, par rapport à la régulation, ce qui donne un premier cadre juridique. Et les produits de santé dépendent bien sûr du ministère de la Santé, donc il y a un cadre de santé. Quand on commence à parler de déchets, de recyclage, etc., ça tombe dans un autre carcan qui est le ministère de l'Environnement et les normes qui sont liées à l'environnement. Donc là, il y a parfois des difficultés réglementaires qui sont fortement complexes. L'autre point, c'est le fait qu'on parle ici de choses qui font appel à de nouveaux métiers, à de nouveaux savoir-faire. Donc il y a des phases d'adaptation qui sont forcément aussi là nécessaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe à bien sûr travailler sur les contraintes de fabrication. Alors, il faut voir qu'il y a plusieurs types de dispositifs. Vous avez des dispositifs qui sont à usage unique et pendant des années, nous avons développé des dispositifs. Nous les utilisons, ils sont utilisés puis jetés. Et ça, c'est l'aboutissement d'un schéma et d'une réflexion, d'une décision sur le rapport entre le coût et le risque. Alors, c'est une fausse bonne idée parfois de vouloir réintroduire la réutilisation de choses jetables. Une fausse bonne idée, pourquoi ? Parce que là, on se heurte à la responsabilité. Qui est responsable de la réutilisation, du protocole de réutilisation ? Comment se passe le marquage CE ? Qui endosse la responsabilité du dispositif qui peut être réutilisé ? Donc là aussi, ce n'est pas la mince affaire, c'est une fausse bonne idée. Toutes les initiatives que l'on peut voir ne voient pas vraiment le jour. Je crois qu'il faut, sur cette idée, travailler plutôt sur le recyclage des dispositifs. Un dispositif ne peut pas forcément être réutilisé auprès d'un patient, mais par contre, il peut probablement avoir une fin de vie qui est beaucoup plus travaillée. Quelle est la proportion des dispositifs médicaux de votre secteur en général qui est fabriqué à l'autre bout du monde ? Alors là, c'est une question de taille d'entreprise. Vous avez des entreprises françaises, franco-françaises, qui conçoivent et qui fabriquent en France. Et puis vous avez des groupes internationaux qui mutualisent bien sûr leur chaîne de fabrication
avec des lieux de fabrication qui sont européens, qui peuvent être européens. Mais là aussi, c'est encore une fausse idée de penser que une fabrication en France garantit plus de facilité là-dessus. Encore faut-il avoir les matières premières, encore faut-il avoir les composants. Je vous coupe parce que Jacques Léglise fait la moue. Oui. Peut-être en un demi-mot. Non, je pense quand même qu'il y a... On a vu au moment du Covid quand même, je prends l'exemple que tout le monde connaît, celui des masques. Je pense que les matières premières, on les a en France, on pouvait les fabriquer en France. Et on a bien vu qu'à un moment donné, on était quand même très démunis sur le fait qu'il n'y ait pas de production en France d'un certain nombre de chaînes de produits et que... indépendamment du fait qu'il y a un problème de sécurité et d'indépendance sanitaire, il y a également des problèmes d'effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Bon, pardon, je vous ai coupé. Je vous laisse terminer votre démonstration. Oui, non, alors, bien sûr. Alors, vous avez après plusieurs échelles de dispositifs. C'est vrai que nous avons l'habitude de travailler sur des dispositifs extrêmement innovants, très complexes. Donc, il est sûr et certain que vous avez sur certains types de dispositifs un site de fabrication, 2 sites de fabrication pour le monde entier, distribués dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde. Donc la difficulté, elle est là. Si on veut apprécier, si vous voulez, le bilan carbone, est-ce qu'il faut avoir un site de fabrication mutualisé pour le monde entier avec des composants qui arrivent, ou est-ce qu'il faut démultiplier ces sites et multiplier les chaînes de distribution par rapport aux composants? Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas si simples que ça. Les fausses bonnes idées, encore une fois, je crois qu'il faut les prendre avec discernement et conduire des analyses qui conviennent. Étienne Tichy, vous travaillez sur la feuille de route décarbonation du secteur. Vous avez un regard un peu global sur le sujet. Du coup, quelle est votre analyse globale sur cette expérience feuille de route décarbonation ? Bien, écoutez, merci. Effectivement, je conduis la feuille de route de décarbonation des industries et technologies de santé. Donc, ça recouvre le médicament jusqu'à dispositifs médicaux, diagnostics, l'ophtalmologie, donc tout ce qui peut être lunetterie, l'orthèse, prothèse, tout ça, et le numérique en santé. Donc vous voyez, ça balaye un champ très très large. J'ai la responsabilité de cette feuille de route dans le cadre du contrat stratégique de filière décarbonation des industries et technologies de santé, donc depuis juin 2022. Donc on a rendu notre premier volet, le premier volet de la feuille de route qui est arrivé le 15 décembre 2023 sur tout ce qui est médicaments, distribution et quand je parle du médicament, je parle à la fois de la chimie fine et du médicament fini. Et puis le deuxième volet va être rendu prochainement, donc pas d'annonce aujourd'hui, mais très très prochainement, puisque bien tout ce qui est DM, diagnostic, orthèse, prothèse et compagnie font partie de ce deuxième volet. Donc de quoi on parle? On parle de un peu plus de 2200 entreprises, avec des modèles d'affaires très différents, puisque d'un côté, sur la chimie fine, c'est vraiment un modèle très particulier, où effectivement, c'est très énergivore, la chimie fine. Donc là, quand on parlait, vous parliez de 90% qui correspondent à du scope 3, typiquement dans la chimie fine, il y a déjà 15 ou 20% qui est dans l'énergie. Et puis à l'autre bout du spectre, on a toute la partie dispositifs médicaux, où là, la fin de vie représente les 15 à 20% encore des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une hétérogénéité assez importante. Ce qui est important de retenir, je pense que déjà, c'est tous les secteurs, en fait, donc tous les acteurs de santé, et j'inclus toute la chaîne de distribution aussi, est impliquée en fait, dans cette décarbonation. Alors vous allez me dire de combien et à quand. Donc quand on regarde les projections 2030, on est aujourd'hui sur à peu près 33% pour le médicament, 20% pour le diagnostic et le dispositif médical, et de l'ordre de 18% en ce qui concerne les baisses des gaz à effet de serre d'ici 2030 pour le secteur du transport. Donc voilà, donc ça vous donne une petite idée. Alors maintenant, est-ce qu'on est en phase avec la SNBC? Non, il faudrait faire 2 fois plus vite, ou 2 fois plus vite, parce que sinon les projections nous emmènent en 2050. Donc une accélération est nécessaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble du secteur s'est déjà emparé du sujet. C'est emparé du sujet sur des choses qui sont relativement faciles. Et quand je dis facile, c'est acheter de l'énergie verte. Globalement, c'est facile.
C'est le premier point. Mobilité, utilité, les bâtiments, vous voyez là, on commence à toucher déjà quelque chose qui est sensible. On se plaint de ne pas avoir d'industrie et en plus, il faudrait rénover l'ensemble des bâtiments pour qu'ils soient plus verts. Et puis ensuite, vous avez la dernière partie du puzzle, c'est ce qu'évoquait Philippe sur la partie réglementation. Donc c'est comment on peut faire de la reformulation de médicaments, comment on peut réenregistrer des médicaments pour lesquels, ou des dispositifs médicaux pour lesquels on utiliserait des alternatives au plastique, des alternatives voilà, donc, de packaging et ainsi de suite, pour lesquels eh bien, là d'un seul coup il faut passer au stade européen. Et puis j'en passe aussi sur toute la partie chimie fine où on est en train et le SICOS travaille ardemment sur comment réussir à utiliser des solvants verts, les récupérer, les recycler, et ça au niveau européen. Donc vous voyez, il y a un niveau de complexité de par la nature des entreprises qui sont concernées et la nature des modèles d'affaires aussi de ces entreprises. Et puis derrière aussi une réglementation à mettre en face. Alors pour autant, moi je vois que le secteur bouge assez vite. Déjà la première chose, c'est quand on commence à mesurer, et c'est ce que vous avez fait au sein de l'hôpital Foch, c'est quand vous commencez à mesurer, d'un seul coup vous pouvez adresser effectivement vos principaux gaz à effet de serre. L'avantage c'est que quand on commence à mesurer, on ne mesure pas que le gaz à effet de serre, on mesure aussi l'eau, donc on s'inscrit dans une démarche de sobriété générale. Et puis, quand on commence à mesurer, eh bien, on se rend compte que le problème peut être au niveau de l'usine, peut être au niveau des approvisionnements, mais aussi la fin de vie, et c'est ce qu'évoquait Philippe Aymery tout à l'heure, c'est aussi est-ce qu'on a des filières aujourd'hui de récupération de recyclage, sachant que le comportement final de l'utilisateur, que ce soit l'utilisateur hospitalier ou le patient lui-même, les comportements doivent aussi et sont en train d'évoluer. Nous, on le voit bien, par exemple, on a quand même une forte demande des patients d'avoir des produits qui soient prêts à l'emploi et derrière, et à usage unique. Donc, usage unique prêt à l'emploi, vous êtes dans une situation où ça ne va pas dans le bon sens de la planète. On va dans du plastique et donc après de l'élimination dans les déchets généraux. Donc vous voyez le niveau de challenge qu'on peut avoir. Mais je pourrais vous en parler juste après. Mais du coup, comme on a la chance de vous avoir avec nous ce matin, moi je voudrais qu'on parle de la bonne pratique par l'exemple. Là, vous nous avez un peu décrit les défis, les challenges qui sont devant vous et devant vos industries. Et même vous, Jacques Léglise, qu'est-ce qu'on fait quand on dirige un hôpital pour améliorer les choses ? Alors, les établissements de santé sont depuis assez longtemps investis dans cette question de la durabilité. Foch particulièrement depuis 10 ans, j'y suis pour rien, c'est mes prédécesseurs qui ont mis les choses sur les rails et je n'ai fait que poursuivre et amplifier une politique, mais voilà, donc en tout cas ce que nous faisons à Foch et dont je vais vous parler parce que je sais vous parler que de ce que je connais bien, on le retrouve partout ailleurs à des degrés plus ou moins divers. Alors on a commencé tous à travailler d'abord sur ce qu'étaient les scopes 1 et 2, c'est-à-dire sur les déchets, puisque, encore une fois, on est très producteur de déchets, donc c'est le premier sujet qui saute aux yeux. Et donc tous, on a travaillé depuis des années sur le tri, la constitution de filières. Aujourd'hui, à Foch, il y a 40 filières de déchets différentes, où on essaie de remettre l'ensemble des éléments dans des perspectives de recyclage. Une expérience peut-être un petit peu plus atypique que nous avons faite, c'est que une de nos catégories de déchets les plus propres au domaine hospitalier, c'est ce qu'on appelle les DASRI, c'est-à-dire les déchets associés aux soins à risque infectieux. C'est tout ce qui résulte de l'activité de soins à proprement parler. Ces DASRI constituent à la fois des postes de dépenses extrêmement importants pour les hôpitaux et aussi des tonnages de déchets extrêmement importants parce qu'il faut les mettre dans des containers spécifiques, il faut qu'il y ait des enlèvements spécifiques. Donc c'est des norias de camions toute la semaine qui viennent enlever ces déchets. Ce que nous avons fait à Foch, c'est que nous nous sommes équipés d'un équipement qui est produit par une société française et qui avait été diffusé dans le monde, mais pas encore en France, sur un équipement dans un établissement de santé, qui est un produit qui banalise les déchets. En gros, grosso modo, c'est un espèce de gros micro-ondes associé à un broyeur qui broie les déchets et les stérilise.
Ce qui fait que ces déchets étant stérilisés, on n'est plus dans la nécessité de les mettre dans une filière de déchets contaminés. Et comme par ailleurs ils sont broyés, ils perdent à peu près 80% de leur tonnage. Cette machine est chez vous? Elle est chez nous. Elle est chez nous. Et donc on traite ces déchets et ensuite on peut les évacuer on se retrouve donc dans un système qui a à la fois diminué le volume de déchets, qui a diminué les norias de camions qui viennent les enlever, et en plus on a fait un partenariat avec une société d'économie mixte qui gère le chauffage des logements de l'environnement, et ces déchets sont envoyés dans les usines pour qu'ils soient brûlés pour chauffer les logements. Ça, c'est une action un petit peu pilote que nous avons fait, qui est en train de se diffuser partout en France, mais elle montre que sur un des postes qui est un des postes les plus importants de production de déchets, et les plus significatifs aussi en termes économiques, les deux enjeux sont étroitement mêlés, on est capable d'avoir des solutions. En plus, ce sont des solutions françaises. Donc ça, c'est les déchets, c'est le premier poste sur lequel on a travaillé tous depuis très longtemps pour mieux contrôler nos filières, nos déchets, avec un tri généralisé dans les services. Le deuxième poste sur lequel on a travaillé, c'est naturellement l'énergie. En mettant en place des projets pour contrôler les dépenses d'énergie dans le domaine de la santé un peu partout. Là encore, je vais vous parler de Foch. On a réussi, avec toutes les actions qu'on a menées, qui sont des actions au départ très traditionnelles, c'est de l'isolation, c'est de l'appel aux bonnes pratiques, c'est toute une série de choses, rien de révolutionnaire, rien de super intelligent, mais simplement de la généralisation de choses qui existent sur le marché. On a réussi depuis 2016 à faire baisser de 20% nos consommations énergétiques en volume. Alors malheureusement, ça a été neutralisé par les prix, mais ça c'est un autre, c'est un autre sujet. Et on a le projet maintenant d'aller plus loin et d'avoir encore une baisse de 40% d'ici 2030 pour s'inscrire dans les objectifs que vous avez rappelés. Et ces 40%, on va les atteindre. Comment on espère pouvoir les atteindre? Alors, on a 20% assez bien identifiés, notamment avec la mise en place d'un jumeau numérique de l'hôpital et de l'intelligence artificielle qui pilote finalement toute la production d'énergie, chauffage, climatisation, lumière, etc., à partir de ce jumeau numérique. Et ça, on est en train de le mettre en place en ce moment. On espère normalement en tirer 10% de baisse de nos consommations encore. Et puis, on va poursuivre les efforts d'isolation, on va poursuivre les appels au comportement, etc., etc. Et donc, on est sûr qu'on a 20% de baisse encore devant nous. Après, les 20% supplémentaires qu'on s'est fixés, il y a encore un champ de travail à faire pour identifier. C'est plus difficile parce qu'un bloc, il lui faut de la clim et il lui faut de la lumière, et l'activité n'est pas censée baisser, mais vous allez innover. Philippe Aymery, on imagine aussi que l'innovation pour aller vers davantage de durabilité, elle est essentielle dans une entreprise comme la vôtre, dans vos métiers. Bien sûr, c'est essentiel. Ça passe, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le cycle de vie des produits, donc ça passe par la phase de conception, et nous travaillons sur la réduction des tailles des produits, 20%, 30%, 40% de réduction de taille, ce qui est déjà significatif par rapport à la phase de conception. Ensuite, vous avez tout l'acheminement et toutes les livraisons. Alors la difficulté, bien sûr, la durabilité, tout le monde est concerné, tout le monde dit toujours oui. Ce que disait Étienne tout à l'heure, mais après, par contre, bien sûr, c'est l'appel à la participation collective, et il y a plus de freins. C'est-à-dire qu'on est tous, on dit oui tous à la durabilité. Mais par contre, quand il faut s'appliquer à soi-même quelques règles de discipline et quelques efforts, alors là, il y a beaucoup moins de volontaires. C'est beaucoup plus difficile. Je donne un exemple. Quand on limite, par exemple, le nombre de livraisons autorisées sur des produits, évidemment, il faut toujours livrer la veille pour le lendemain. Et il y a toujours des difficultés pour donner un cadre par rapport à ça. Et ensuite, je donne comme exemple, peut-être, nous fabriquons des capteurs de glucose, des capteurs de lecture en continu du glucose. Nous avons beaucoup de succès. Il n'y avait pas de solution par rapport à ces systèmes. Et nous avons travaillé avec un groupe de travail. Nous avons
essayer de construire un système de recyclage. Et donc, il a fallu travailler avec des équipes spécifiques, dédiées. Là aussi, la France est très en avance là-dessus, sur la pyrocatalyse pour récupérer les métaux stratégiques de ces produits. Et donc là, c'est un dédale réglementaire, un dédale juridique. Et puis, nous avons obtenu le premier agrément individuel par rapport à ce système. Donc vous avez créé une sorte de filière de récupération. Filière individuelle, voilà. La société a obtenu un agrément de filière individuelle. Nous récupérons ces produits directement auprès des patients. Et puis, ils sont traités sur un site dans le nord de la France. Là aussi, c'est pareil, c'est un site dédié où il a fallu construire un four. Enfin, je vais passer tous les détails techniques, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, les dispositifs qui ont été utilisés par les patients sont récupérés et nous les traitons et nous arrivons à récupérer 98% des métaux qui constituent ces dispositifs. Donc, c'est une initiative qui est absolument intéressante, que nous sommes prêts à partager, à mutualiser. Et c'est quelque chose, je crois, on s'est lancé dans cette... D'abord, comme je disais tout à l'heure, on s'est lancé parce qu'on avait beaucoup de demandes de patients, beaucoup de demandes de professionnels de santé. Tout le monde est concerné et tout le monde montre beaucoup d'écoute. Des demandes, ça veut dire qu'ils vous ont mis la pression pour le faire ? Quand vous avez un dispositif que vous êtes obligé de changer tous les 14 jours ou tous les 15 jours, au fur et à mesure, vous accumulez en fait des déchets et forcément, on se retourne vers le fabricant. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces déchets? Comment ces déchets sont caractérisés? Comment on doit les éliminer? C'est la poubelle jaune, la poubelle rouge, la poubelle verte. Est-ce qu'il faut que j'aille dans une déchetterie? Est-ce que voilà. Donc encore une fois, je crois que la durabilité, on avance par petits pas sur des choses extrêmement concrètes. Et bien sûr, ça nous a motivés pour trouver des solutions. Et là, on démontre tout un monde. On découvre tout un monde. Spécialiste de la santé, on découvre encore une fois le monde des déchets. Oui. Et là, il faut aller chercher des équipes, il faut aller trouver des experts, il faut aller rechercher du savoir-faire. Et c'est un long dédale, c'est un long cheminement. C'est pas si simple que ça. Et une fois que vous avez la solution, il faut la mettre en place, il faut la certifier, et puis il faut l'agréer une fois, et après il faut l'agréer. Donc il faut montrer tout un tas de KPI, comme on disait tout à l'heure. Alors c'est pas de la santé mentale, mais c'est du déchet et du recyclage. Et puis il faut être réagréé, il faut communiquer. Et là, on se rend compte qu'il y a, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, deux champs différents. Le champ de la santé, avec sa régulation, et le champ du déchet. Et donc, c'est difficile de dire à des patients qui utilisent un dispositif, ben voilà, on a un système de recyclage, vous avez, voilà le mode opératoire. Oui, mais la difficulté, c'est que nous avons des contraintes réglementaires. Nous avons un dispositif médical qui est remboursé, donc on n'a pas le droit de communiquer directement aux patients. Donc, comment voulez-vous expliquer aux patients qu'il y a un système de recyclage, mais vous n'avez pas le droit de communiquer directement aux patients? Donc, il faut trouver des dédales, il faut innover, il faut être un peu malin et on arrive à nos fins voilà. Et puis bon, en tout cas, on se rend compte avec ce que vous nous dites du challenge que ça représente pour une industrie. C'est-à-dire que quand on prend la problématique avec un peu de hauteur, on trouve des solutions qui font sens. Mais quand il faut les mettre en place, on se heurte à beaucoup de difficultés et puis à des contradictions. Alors, Étienne Tichit, vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait que toute la chaîne de valeur soit plus verte. Regardons la partie médicaments. On consomme trop de médicaments. Alors là, je fais tous les lieux communs. On gâche trop de médicaments. Et quoi d'autre? Alors, déjà, la première chose, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Oui. La prévention, c'est une maladie évitée. Et c'est un médicament pas produit, pas consommé. Donc, et pas éliminé. Donc, de fait, c'est certainement la meilleure solution. La deuxième chose, c'est... derrière, sur l'engagement des entreprises, tout à l'heure vous évoquiez la pression du patient, consommateur si on veut utiliser ce terme, ou la personne vivant avec une maladie. Moi, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas la pression qui doit décider. Je pense que ça doit être dans la gouvernance des entreprises. Donc pour moi, c'est le point de départ, c'est que ça doit intégrer le modèle d'affaires de toute entreprise, et encore plus une entreprise de santé. Donc ça, j'y crois personnellement et j'y crois aussi au sein de mon groupe puisqu'on est détenu par une fondation avec des missions qui sont des missions sur la santé, sur l'innovation dans la santé, mais aussi sur l'environnement.
Donc on est contraint, mais dans le bon sens du terme, puisque c'est intégré au modèle d'affaires. Donc ça, c'est excessivement important. Je pense que déjà, l'évolution des gouvernances des entreprises devrait permettre, et aussi des politiques de santé, devrait permettre de pouvoir développer un modèle d'affaires qui conjugue pas seulement la santé fournie par nos médicaments, mais aussi de la santé environnementale qui va avec. Donc ça, c'est une conviction forte de mon groupe et personnelle. Ensuite, la question, c'est aussi comment on arrive à le mettre en œuvre. Et ça, alors j'aime bien quand on parle de solutions pragmatiques, parce que nous, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on mesure. Le point de départ, c'est de quantifier. Une fois qu'on a réussi à quantifier, on peut prioriser, et à partir de là, on peut mesurer. Donc c'est pour ça aussi que Novo Nordisk a produit l'ensemble et a été une des premières entreprises, tout secteur confondu, à publier son rapport CSRD cette année. Donc là, si vous voulez, vous allez sur notre site internet, vous avez tout de façon transparente, c'est disponible. Donc il faut comptabiliser, il faut être transparent et derrière nous assurer que, eh bien, on ait un plan, parce que c'est pas le tout de dire on veut décarboner et ainsi de suite. Nous, on cherche la neutralité ou la compensation d'ici 2045. Donc, ce qui veut dire que c'est qu'une phase d'accélération. C'est qu'une phase d'accélération. On est en 2025, c'est 20 ans devant nous. On pourrait se dire on va se laisser 10 ans pour réfléchir. Non, c'est qu'une accélération. Alors une accélération sur quoi? Sur l'outil industriel. Aujourd'hui, le site de Chartres, par exemple, le travail qu'on a pu effectuer sur notre site, aujourd'hui, il sert 10 millions de patients. Donc la valeur en santé, elle est là. Il y a 10 millions de patients qui bénéficient des traitements qui sortent de notre usine à Chartres. Alors, bonne nouvelle, en France, on a de l'énergie décarbonée, donc ça nous aide à être plus vert déjà en amont sur l'énergie que les productions, même dans les pays limitrophes. Je ne parle même pas de l'Asie. Donc on a déjà un avantage concurrentiel en France, c'est de l'énergie décarbonée. Mais en même temps, faut qu'on arrive aussi à sortir avec des solutions énergétiques différentes. Donc on a mis en place des biomasses, maintenant on est en train de travailler sur tout un mix énergétique. Mais déjà sur ce qu'on a fait sur l'usine, avec les pompes à chaleur, on a rien que 2 pompes à chaleur, ça vous fait l'économie de 1300 foyers en termes d'électricité, juste pour vous donner une idée. Donc ce sont des solutions qui sont excessivement faciles à mettre en œuvre, qui coûtent certes, parce qu'il faut 5 à 7 ans de retour sur investissement, mais en même temps, c'est un bon investissement pour la planète, c'est un bon investissement pour la sobriété de l'entreprise. Donc tout le monde est gagnant. Et l'État aussi, puisque c'est une production française. Derrière, une fois qu'on a dit ça, on a éliminé 8500 tonnes de CO2 chaque année. Donc, mais comme vous dites, et là, pardon, je vous interromps, vous dites que ce n'est que de l'accélération. Accélérer, c'est facile au début. Facile, étant un bien grand mot. Ouais. On tire l'accélération sur toute la longueur des ambitions qui sont les vôtres. Oui, bah, Dieu merci. Donc un sprint jusqu'au bout. Il faut que ce soit un sprint, parce que de toute façon, sinon, on va se garder les dernières années pour faire le sprint, et entre-temps, on aura discuté. J'avoue que j'ai travaillé au Danemark. Tout à l'heure, on évoquait les pays scandinaves sur leur pragmatisme, leur capacité à être très direct, à adresser les vrais sujets et pas être là à discuter, à contempler le problème. Donc nous, on adresse le problème. Donc c'est pour ça, l'usine, c'était un problème, dans le sens où ce qu'on a voulu, c'était pouvoir décarboner de façon accélérée. En 2 ans, on a éliminé 8500 tonnes de CO2, et ça de façon continue, puisque tous les ans, on les éliminera par rapport à ce qu'on faisait en 2019. L'accélération, on l'a même faite pendant la période Covid. Donc vous voyez, c'est encore... Et après, quand on continue à mesurer, si on parle de filière de récupération-recyclage, 154 tonnes de CO2 potentiellement qu'on peut économiser si on récupère les dispositifs injecteurs des patients. D'accord ? Donc on a mis en place un système pour pouvoir récupérer, collecter, recycler. Et là, on ne va pas jusqu'à la dégradation, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de produire de l'énergie avec, mais c'est de produire des nouveaux matériaux. Donc, une fois qu'on a, vous voyez nos stylos à insuline, 120 stylos à insuline, ça devient une chaise et des globes lumineux. Donc, c'est du recyclage de bout en bout. C'est pas le cyclamètre où vous ramenez vos médicaments à la pharmacie et puis vous les brûlez. Non, là, en l'occurrence, on va leur donner une deuxième vie. Une chaise. Oui, pas celle-là. Non. Et des globes lumineux. Et des globes lumineux. À ce stade, c'est ce qu'on produit. Enfin, c'est pas nous, c'est des entreprises partenaires. Oui. Donc on collecte en fait aujourd'hui un stylo à insuline, par exemple pré-rempli, ce que souhaite le patient, parce qu'il veut quelque chose qui soit disponible dans son frigidaire immédiatement prêt à l'usage. Ce dispositif-là
85% est peut-être recyclé, pour peu qu'on le collecte. Donc si je vous prends maintenant, je vous fais un benchmark sur la collecte, parce qu'en France, on a mis en place, grâce à France Expérimentation, cette expérimentation sur 4 territoires, donc 4 régions françaises. Aujourd'hui, on a récupéré, je crois, à peu près 60-65 000 stylos sur les 5 millions qui sont consommés sur ces 4 territoires. D'accord ? Ça vous donne une petite idée de... C'est pas beaucoup. Alors le meilleur benchmark pour l'instant, c'est certes le Danemark. On est à peu près, on commence à approcher des 30%. Donc vous voyez que quand je vous dis on pourrait éliminer 154 tonnes de CO2 en France, pour peu qu'on récupère les stylos, tous les stylos, et qu'on les recycle, et que ça devienne certes des chaises, des globes lumineux et tout ça, mais il y aura d'autres applications, vous verrez. Mais il faut les collecter. Et or, aujourd'hui, on n'a pas encore le comportement qui s'est adapté en fait, à cette solution-là. Oui. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que nous, industriels, on est obligé et quand je dis on est obligé, c'est qu'on veut accélérer. Et donc, de fait, c'est qu'une course effrénée pour arriver au net zéro. Et là-dedans, on parle de beaucoup de gaz à effet de serre. Je veux quand même rajouter la sobriété, parce que la sobriété en eau, elle est critique. Nous, on a augmenté nos capacités de production à Chartres de 60%. On a réduit de 30% l'utilisation d'eau. Donc, c'est excessivement important qu'on prenne soin de toutes les ressources qu'on peut avoir, en particulier les ressources qui nous sont données par la nature. Et derrière, c'est être on track sur le plan net zéro 2045. Hein. Donc, mais au passage, il va falloir on change les comportements dans nos entreprises. Ça, c'est clair. Moi, je peux vous dire que je pense que sur tout ce qui peut être impact carbone concernant l'aviation, je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu la dernière fois des masques et des instructions de vol, parce que je fais l'essentiel à distance, ou sinon en France en train. Donc ça, c'est important. Donc, on peut changer l'altitude dans nos entreprises avec des politiques incitatives et tout ça, et mesurer le carbone de tous nos déplacements, par exemple, et entre autres. Et de l'autre côté, d'aller jusqu'au bout, récupération, recyclage. Mais il faut aussi que, quelque part, bien, chacun prenne sa part. Les comportements. Donc dans les comportements, quand il y a une filière de récupération-recyclage, qu'elle soit active, ça c'est un élément. Et on espère qu'elle se généralise, surtout. Aussi, si on veut avoir la valeur en santé et la valeur environnementale, il y a aussi une question de persistance de la prise du traitement. Quand on parle d'une maladie chronique, il faut s'assurer aussi que nous, on ne produit pas des médicaments qui ne seront pas pris parce qu'il n'y aura pas la valeur en santé, mais pire encore, qu'ils ne soient pas pris après avoir été achetés et jetés dans le cyclamède. Vous voyez, donc, quand on parle des comportements, il faut aller jusqu'au bout. Et tout le monde a sa responsabilité. J'ai souvent ce débat sur pourquoi vous, l'industrie, vous ne faites pas des comprimés à l'unité. La question, c'est que les boîtes sont adaptées à un traitement chronique, donc couvrent les besoins sur un mois. Pourquoi les boîtes ne sont pas terminées à la fin du mois? Donc là aussi, on a une notion quand même aussi de comportement, et je pense que les uns et les autres, il faut qu'on en ait conscience. Voilà, donc nous, en tout cas, on mesure, on est pour la transparence. Si je reprends encore le travail qu'on peut faire aussi sur la partie R&D, parce que ça demande énormément d'intelligence sur la R&D. Et pour vous donner juste un exemple, et là je vais prendre de l'aérien pour reconnecter avec la table ronde précédente, les gaz d'émission à effet de serre d'un vol Paris-New York, eh bien, nous, sur nos anciens traitements, ça permettait donc l'équivalent de ces gaz à effet de serre, ça faisait 53 ans de traitement pour un patient, pour un produit Novo Nordisk. Aujourd'hui, on a réussi sur certains traitements à être à 108 ans de traitement pour le même vol. Donc ça vous donne une idée un peu aussi du travail que nous, industriels, on fait pour faire en sorte qu'on réduise de façon massive les gaz à effet de serre et qu'on propose des solutions aux patients qui soient des solutions durables pour des pathologies chroniques à grande échelle. Et mon dernier point, c'est sur la prévention. N'oublions pas que c'est certainement la meilleure mesure, c'est de réussir cette prévention. Et comme on est entre nous, on a envie de vous dire la planète compte sur vous et faisons en sorte qu'elle puisse compter sur nous aussi. C'est un peu le résumé de ce que vous venez de nous dire.